Je vais déjà commencer par présenter un petit peu mes trois interlocuteurs. Alors, Sophie Hélène, vous êtes donc cofondatrice et présidente de Trouve ta voix. Je vous laisserai nous parler un peu plus tard de ce que vous faites chez Trouve ta voix. Et aussi, vous êtes au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, vous êtes responsable directrice de la jeunesse et de la vie associative. Donc ça va être très utile aussi d'évoquer le sujet de votre action. On a Lou Desrouins, qui est donc à Sciences Po, qui a été finaliste du concours d'éloquence de Sciences Po à Aix-en-Provence l'année dernière, cette année L'année dernière. Il y a deux fois. Voilà, parce que pourquoi s'arrêter à une et vous êtes aussi présidente de l'association d'éloquence et de débat, le forum Sciences Po Forum. Sciences Po Forum, c'est ça. De conférences et de débats. De conférences et de débats, parfait. Et enfin, Gérald Garuti, vous êtes auteur, metteur en scène, dramaturge, traducteur. Parfois, vous dormez ? Ça vous arrive, mais si peu. Et vous êtes aussi fondateur et directeur du Centre des Arts et de la Parole. Et vous avez notamment récemment publié un ouvrage très intéressant sur comment construire un dialogue positif autour de la parole. Je vous laisserai nous en parler un peu plus tard. Alors, on va commencer par une question un petit peu piège, parce que vous n'étiez pas préparé à ça. Est-ce que chacun de vous auriez un mot que vous aimez beaucoup, que vous utilisez beaucoup, un mot un peu préféré? C'est une question horrible parce qu'évidemment, c'est voilà. Si jamais vous l'avez, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais je suis curieux de savoir s'il y a un mot que vous appréciez beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ma part, ce serait écoute, parce que c'est le préalable. C'est la vision de Trouve ta voix à la prise de parole. Finalement, c'est d'abord écouter les autres, écouter son interlocuteur, être à l'écoute de son environnement, pour ensuite prendre sa place et prendre soi-même la parole. Écoute. Alors bonsoir à tous. Pour ma part, ça serait plutôt un verbe. Ça serait oser. Oser prendre la parole en public. Oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bonsoir. Et moi, ce serait aussi un verbe, ce serait relier dans un monde qui est à la fois connecté et paradoxalement déconnecté. Écoute, oser et relier, ce sont des très belles promesses. Lou Desrouins, j'ai une petite question que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'il est possible, parce que moi ça a été mon cas, d'être timide et néanmoins d'être éloquent et en tout cas d'être impactant à l'oral? Alors totalement, parce que moi j'ai commencé l'éloquence en étant très timide. En fait, j'étais assez introvertie. Et un jour, donc il y a 2 ans, je me suis dit, bon là j'en ai marre, je suis trop timide, j'ose pas assez et j'ai envie de faire quelque chose d'autre de ma vie. Et donc je me suis inscrite comme ça à des concours d'éloquence. Et en fait, ça m'a plu. Et donc, j'ai commencé en fait, à ne plus avoir peur de prendre la parole en public. Et ça m'a beaucoup aidée. Et donc, on peut être introverti et être éloquent. Et on peut être éloquent et être timide. Rassurant. Très rassurant. J'ai aussi un sujet plus large que j'aimerais évoquer avec vous, parce que je sais que vous avez notamment un rapport proche à la poésie. Même dans vos discours de concours d'éloquence, il y a un lien très fort au poème et à la forme artistique, parce que la parole, c'est aussi une forme artistique et esthétique. De quelle façon, pour vous, ça a été une manière aussi de s'émanciper et comment vous percevez aujourd'hui la place de la parole pour quand on est une femme en 2024 et dans quelle mesure c'est une arme et qu'il faut la prendre et comment? Alors, je pense que l'éloquence, ça m'a apporté 2 choses. À la fois, ça m'a permis de gagner en confiance en moi parce que forcément, quand on arrive à prendre la parole en public, que les gens vous écoutent et qui s'intéressent à ce que vous dites, vous gagnez en crédibilité et vous gagnez en légitimité. Et donc là, vous vous permettez de faire des choses nouvelles et vous osez encore plus. Et la deuxième chose que ça m'a apporté, c'est un moyen de m'évader en fait du quotidien, un moyen de faire quelque chose de différent, de faire de la poésie. Et donc voilà, c'est un exutoire finalement. Et pour ce qui est des femmes dans le monde de l'éloquence, je pense qu'on manque cruellement de modèles aujourd'hui. Et moi, quand j'ai commencé, je m'inspirais en fait des vidéos des hommes. Et donc j'essayais de faire comme les hommes, donc de reproduire ce qu'ils faisaient dans leur discours. Donc tout bêtement, je m'attachais les cheveux, j'essayais de me maquiller le moins possible, enfin vraiment de cacher tous mes traits de féminité pour ressembler le plus possible à des hommes et pour m'approprier leur code. Et donc, il faut absolument combattre ça, parce qu'on peut être une femme et être éloquente, et on peut être une femme et être féminine et être éloquente. Et donc, je pense qu'il faut de plus en plus de modèles pour que les femmes se voient dans ces modèles-là et qu'elles se disent « Ok, c'est à moi d'oser maintenant ».
Très intéressant. Est-ce qu'il y a eu... après, je vais évidemment laisser Sophie compléter ça, pour avoir aussi la manière dont vous avez vécu en tant que femme aussi le rapport à la parole. Mais après, je serais curieux de savoir si vous avez une oratrice, plusieurs oratrices qu'on pourrait suivre, qui sont aujourd'hui des modèles pour vous ou qui méritent en tout cas notre attention et qui ont été des sources d'inspiration, si vous en avez. Voilà. Qui ne sont pas forcément dans l'oratoire, un peu des comédiennes ou d'autres métiers, mais dont la parole vous a marqué. J'essaye de m'inspirer de femmes politiques qui sont parfois très éloquentes, donc je ne partage pas forcément leur avis politique, mais il y en a qui m'inspirent. Rachida Dati, je trouve qu'elle est éloquente, qu'elle a de la poigne. Évidemment Simone Veil. Et ensuite, dans ce qui est des femmes un peu plus contemporaines, il y a la fondatrice d'Aura Éloquence, Juliette Ray, qui m'inspire et qui est aussi très éloquente. Voilà. Mais c'est plus difficile de trouver des modèles aujourd'hui féminins. Ça va changer. Ça va changer. Il faut que ça change plutôt. Chère Sophie, est-ce que vous avez vécu un petit peu le même rapport à ça et de la difficulté quand on est une femme, au-delà d'être déjà timide ou non timide pour prendre la parole, c'est toujours un acte, mais est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait encore plus dépasser, d'idées préconçues ou de pensées limitantes ? Alors c'est vrai que comme Lou, j'étais une jeune fille extrêmement timide à la base, qui prenait jamais la parole en classe, et c'est par le biais d'un concours de plaidoirie que j'ai su prendre ma place, prendre la parole et donc me révéler à moi-même. Donc en tant que femme, ce qui m'a aidée, et je pense que c'est aussi valable pour les hommes, c'est avoir accès à un cadre d'écoute, finalement un cadre organisé où on m'a laissé prendre cette parole. Et donc c'est vraiment le constat qu'on fait chez Trouve ta voix, c'est qu'il manque ces cadres d'écoute pour toutes et tous. Et il y a une chose qui nous tient beaucoup à cœur, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est de dédramatiser le sujet de la prise de parole. C'est de se dire, en fait, la prise de parole, c'est pas fait que pour les journalistes ou que pour les avocats. On prend tous la parole dans nos quotidiens. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à conscientiser, qu'on est toutes et tous capables de prendre la parole, qu'on le fait au quotidien. Et donc, chez Trouve ta voix, notre sujet, c'est de créer des espaces de prise de parole. On fait ça à l'école pour que chacun ait l'opportunité de s'exprimer dès le plus jeune âge et prenne cette habitude de se dire, en fait, j'ai une voix et cette voix, elle compte. Et cher Gérald Garutti, est-ce que vous, ça a commencé, vu que vous avez autant le rapport à la parole et à l'écriture, comme d'ailleurs Lou et Sophie, mais est-ce que vous, ça a commencé par l'écriture, par le goût des mots à prononcer ou d'abord à concevoir ? Comment a commencé chez vous l'amour des mots ? Je pense que l'amour des mots, c'est l'amour de la vie et comment la parole s'incarne. Moi, je suis très heureux d'entendre vos propos, à toutes les deux, à Sophie et à Lou, parce qu'effectivement, on peut penser que la parole, c'est simplement un pouvoir, mais c'est aussi un art. Et c'est un art, c'est l'art de devenir soi-même. C'est comment on n'est pas simplement dans un rapport d'armes de destruction massive, mais d'art de construction collective. Et moi, ce qui me frappe par rapport à cette question de l'écoute, c'est que effectivement, jamais l'humanité n'a autant pris la parole, et qu'on parle de plus en plus, et qu'on se parle de moins en moins, et qu'on s'écoute de moins en moins. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mots. La question de la résonance et du silence, la question de la parole, non seulement comme prise, mais comme échange, me paraît fondamentale. Donc moi, ce qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est comment on arrive à la fois à s'affirmer soi, évidemment, c'est essentiel, et comment on arrive à rencontrer les autres, et pas simplement balancer des choses, mais arriver à interagir les uns avec les autres. Et je pense que c'est devenu un sujet vital, parce que se connecter, ça n'est pas se relier. Comment on peut se relier avec une parole qui n'est pas atomisée, où chacun n'est pas dans son coin, mais comment on arrive à se rencontrer, à rencontrer les autres. C'est tout l'enjeu du Centre des Arts de la Parole, c'est se parler plutôt que s'entretuer, se parler pour se relier. Très, très, très fort sujet. Et en effet, à l'ère des réseaux sociaux, il y a une grande agressivité, une violence permanente. Pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient concrètement se dire, demain, je vais avoir un petit plus pour me pousser à plus parler. Dans quel, chère Sophie, dans Trouve ta voix, vous travaillez beaucoup avec des jeunes. La parole est aussi un rapport de génération. Et parfois, on peut souvent avoir un rapport de domination de génération par le vocabulaire, par les références,
Dans quelle mesure on peut justement casser ce rapport de distance et de différenciation pour créer quelque chose de collectif à partir de chacun et de soi, sans être un cador qui fait des vannes en permanence, des punchlines et qui n'est pas spécialement le plus drôle de la classe. C'est vrai que chez Trouve ta voix, on intervient en milieu scolaire dès le collège. On a commencé par un programme de formation pour les un peu plus âgés en classe de seconde, où là, on prenait un peu au code de l'éloquence classique, que Lou a pu connaître, que j'ai pu connaître dans mon parcours également, où là, c'était quelque chose de très individuel. Finalement, on donnait un thème et le lycéen, la lycéenne avait à construire un discours personnel et ensuite, on lui donnait la parole dans des lieux symboliques de l'histoire de France, comme le Panthéon ou le château de Versailles, pour que chacun se dise qu'il a une voix et que cette voix compte. Et puis on s'est dit, effectivement, il y a le collectif qui prime surtout, avant même l'individuel. Et donc on a créé un deuxième programme pédagogique qu'on fait cette fois-ci au collège. Et on propose à une classe de choisir un thème, un sujet qui leur tienne à cœur collectivement. Et puis finalement, ils vont tout construire à partir du thème qu'ils choisissent eux-mêmes. Ils vont rédiger des dialogues et ils vont créer des personnages. Ils vont se mettre en scène. Et donc ils vont écrire et oraliser un discours à plusieurs voix. Et donc, autour d'un sujet qui peut être très dur et très personnel, comme le harcèlement scolaire, par exemple, l'élève qui a subi du harcèlement, toute sa classe va se mettre autour de lui pour jouer le rôle du père, de la sœur, de la psy qui va suivre, etc., etc. Et donc, c'est un effet catharsis. Il y a un côté très collectif ils vont s'écouter, ils vont travailler ensemble, ils vont mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et donc, cette dimension collective, on la porte aussi très fortement chez Trouve ta voix, parce qu'on pense que c'est ça l'avenir. Enfin, comme vous le disiez, c'est apprendre aux jeunes, qui seront évidemment les adultes demain, que c'est important de co-construire ensemble, de s'écouter, de se parler, et c'est comme ça qu'on arrivera à aller vers du mieux dans une société un peu meilleure. Donc c'est vraiment toujours la même chose, c'est créer des cadres où on donne la possibilité aux nouvelles générations de conscientiser que se parler et faire ensemble, c'est essentiel pour la suite. Et justement, à cet égard, j'aimerais savoir, vous, lorsque chacun de vous trois, vous êtes amené à devoir faire un discours ou une présentation orale, cet exercice qui est très complexe, qu'en plus de ça, vous ne savez pas toujours quelles sont les questions très fourbes que je peux vous poser, mais est-ce que vous avez un rituel ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que, par exemple, certaines personnes, là... moi j'ai accompagné des jeunes qui sont venus là juste avant sur travail face caméra pour leur discours et ils me disaient mais moi je suis souvent stressé et il me semble qu'on est tous souvent stressés et donc ma question est la suivante, comment vous faites pour éradiquer le stress et est-ce que c'est éradiquer le stress la solution avant de parler ? C'est une question essentielle. Ça rejoint la confiance en soi dont vous parliez. On s'était mis d'accord en 5 secondes qu'on allait se tutoyer avant. Ça vous va ? D'accord. C'est ce que tu as dit. Tu as parlé de confiance. Et tu as parlé de relation aux autres et de collectif. Et effectivement, comment on passe de parler à se parler ? Moi, je crois qu'il faut sortir du culte de la performance. Je crois qu'il faut sortir de l'idée qu'on parle pour uniquement impacter. Ce qui est vraiment subir quelque chose, à mon avis, d'une sorte, pour reprendre ton terme, Rémi, de domination, ça veut dire de discours, voilà, il faut performer, il faut impacter. On a entendu tout à l'heure, effectivement, on parle pour être soi, on parle pour rencontrer les autres, et on a tendance à confondre aujourd'hui l'éloquence avec la performance et la performance avec l'impact. C'est ce que moi j'appelle la conception balistique de la parole. Ça veut dire... on parle pour balancer, on parle pour frapper, on parle pour vanner, on parle pour clasher. Moi, je trouve très intéressant que dans ton approche, il y ait cette place à la parole collective, à l'écoute, en fait, même au jeu de rôle. Ça veut dire que, moi, il y a des concours d'éloquence, j'ai arrêté d'être jury parce que c'était un concours de vannes. Il fallait que ça marche, il fallait que ça claque. C'est bien les vannes, moi j'aime bien les vannes, j'espère être un peu drôle de temps en temps, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a plein de choses. D'ailleurs, là, on n'est pas dans un exercice d'éloquence, on est dans un exercice de dialogue. On s'écoute, on se parle. C'est pour ça qu'on est passé au CAP, au Centre d'art de la parole, de l'art de la parole comme éloquence aux arts de la parole. C'est-à-dire, la parole, c'est multiple. On est ici multiple, on est très différents, on est des générations, des sexes, des histoires, on est différents. La parole, elle est aussi multiple. Et il faut accepter cette multiplicité en nous et la faire épanouir en nous. Et en fait, pour nous, les arts de la parole, c'est des arts de la création, le théâtre, la parole qui s'incarne, qui s'adresse. C'est, tu en parlais, le poème, la poésie, la parole qui se formule, qui s'invente. C'est
le récit, comment on va raconter. Tout à l'heure, on entendait ces histoires, ces parcours justement de leaders, dirigeantes. Et puis, c'est aussi des arts de la transmission. Comment, par exemple, justement, l'éloquence, on va pouvoir bien parler pour convaincre. Mais c'est pas pareil tout à fait que la conférence. Comment on parle pour transmettre, pour des savoirs et pas juste des opinions. Et puis il y a aussi la parole comme relation, le dialogue, comment la parole va s'échanger. Et la parole comme confrontation, le débat. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on confond le dialogue avec le débat avec le combat, et le combat avec la destruction de l'autre. C'est-à-dire que c'est des pilonnages. Vous voyez des gens qui sont face l'un à l'autre et qui se pilonnent la gueule, que ce soit par réseaux sociaux, dans les médias, etc. En fait, si la parole n'est que ça, c'est vraiment une arme de destruction massive. Et nous, c'est une somme d'arts de construction collective. Ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'on arrive pas simplement à chacun à sortir notre truc, mais à s'écouter, à rebondir, à dialoguer. Voilà. Il faut sortir, à mon avis, pour te répondre clairement, et de la performance et de la confrontation systématique, parce qu'on voit où ça nous mène. Je veux dire, on voit ce qu'on est en train de vivre comme hystérisation, on voit ce qu'ont été les élections américaines. Est-ce que vraiment c'est le monde dans lequel on veut vivre? Parce que c'est ça qu'on veut. Le conflit partout, la destruction de l'autre partout. Voilà, comment la parole est vivante, multiple, et elle est constructive. C'est ça notre enjeu au CAP. Et pour revenir sur ce que vous disiez, donc en effet l'éloquence est quotidienne, parce qu'en fait la prise de parole en public, c'est tous les jours. C'est comment on s'adresse en public, comment on parle lorsqu'on fait un exposé, comment on lève la main en classe et comment on pose une question. C'est ça l'éloquence. Et l'éloquence est aussi plurielle, parce que comme tu disais justement, il y a plein de formes d'éloquence. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on voit par exemple des vidéos sur les réseaux sociaux où il y a une seule forme d'éloquence qui est mise en avant qu'il faut aller vers celle-ci, qu'il faut tendre vers celle-ci. Mais justement, il faut rester authentique, il faut garder son style pour justement être éloquent différemment. Et pour revenir sur le stress, moi je dirais que le stress en fait il disparaît pas tellement, il disparaît jamais. Mais en fait c'est le travail qui paye. Jacques Brel disait « Le talent ça n'existe pas, le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose ». Et moi, je souscris vraiment à cette phrase. Pour moi, en fait, si on a envie de réussir dans un domaine, c'est du travail, c'est de la sueur. Et on n'arrive pas comme ça à réussir. Donc, si vous êtes stressé, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Et le stress ne disparaît pas, même après des milliers de prises de parole en public. Il reste là. Mais il faut justement aller contre ce stress et dire je vais avoir un petit peu peur au début. Et puis après, ça va s'évaporer. C'est vraiment drôle que tu partages cette citation parce qu'elle m'avait beaucoup inspirée au moment de créer Trouve ta voix. Il y avait un petit remix bien sympa qui mettait en scène cette phrase et ça m'avait pas mal accompagnée pendant mes nuits de réflexion. Pour te répondre, Rémi, là en vrai je suis stressée. J'ai envie de dire and so what. Vraiment chez Trouve ta voix, on décorrèle l'aspect performatif en fait de la prise de parole, c'est-à-dire pour ça qu'on dit éloquence, enfin pas éloquence mais prise de parole. Parce que on cherche à permettre à chacun d'oraliser sa pensée dans le respect de la diversité des parcours, des personnalités, des caractères. Moi, je suis quelqu'un de timide à la base, je garderai toujours cette trace-là, je suis stressée quand je prends la parole, ça n'empêche pas d'avancer et au contraire, je m'assume pleinement et c'est ce qui fait ma force. Il y a un dernier sujet, mais que vous avez déjà évoqué et que j'aimerais un peu creuser avec vous trois. En effet, on l'a dit depuis tout à l'heure, la parole, c'est un art et un pouvoir. C'est un rapport de construction comme de destruction, mais on souhaite que ça soit plutôt un rapport de construction. Et il y a quelque chose de très contre-intuitif, mais donc qu'on a déjà évoqué, c'est que parler, c'est surtout se voir regarder et se voir en fait observer. Parce que on a dans notre société l'habitude que celui qui a la parole doit être celui qu'on écoute et qu'on regarde. Et à l'ère des médias et au fait que la prise de parole se fait souvent face caméra, on a constaté que lorsque les gens avaient des débats à la radio, il y avait beaucoup plus de temps de respect et d'écoute, alors que dès qu'on arrive devant la télé ou devant caméra, l'expression physique dépasse le propos. Comment faire pour réussir à se nourrir de ce constat-là plutôt que de le subir ? En fait, la parole, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est... Au début, tu m'interrogeais sur le rapport au texte, le rapport, à l'incarnation. Quand on commence à être obsédé par ce qu'on présente comme image, et effectivement, on ne peut plus être vraiment dans ce que tu évoquais sur qu'est-ce que je veux dire,
qui je suis, comment je formule. On est tellement obsédé par la réception et par ce qu'on présente. Et en effet, et ça rejoint un peu la question de le stress d'être, attention, je suis en spectacle là, je suis vu. Donc, ça tétanise. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je suis assez frappé quand je fais ou de la radio ou de la télé, des interviews, le calme qu'on peut avoir à la radio, la détente qu'on peut avoir, le temps qu'on peut avoir, et dès qu'il y a une caméra, tout le monde est comme ça. Comme les lapins dans les phares. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Tac, bon. Donc, il faut arriver, effectivement, à mon avis, à sortir de ça. Et oui, ça se travaille. Alors, moi aussi, je vais faire une petite citation. C'est une grande actrice, Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, c'est la Lady Gaga de son époque, quoi. C'est vraiment la méga star internationale du théâtre. Et elle va voir un jour jouer une jeune comédienne qui joue, comme ça, c'est pas mal. Alors, elle va la féliciter, comme on fait toujours dans le métier après. Donc, elle va la voir dans la loge. Elle lui dit, et la jeune comédienne dit, mais vous savez, Madame Sarah Bernhardt, je n'ai jamais peur, je n'ai jamais le trac. Et Sarah Bernhardt lui répond, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ça viendra avec le talent. C'est dur, c'est dur. Mais c'est vrai qu'en fait, non seulement on a toujours peur, mais je vais vous dire un truc, ça ne va pas vous rassurer, on a de plus en plus peur. Pourquoi ? Parce qu'on sait de plus en plus ce qui se joue et l'enjeu. Et en fait, le vrai courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est comment on va dépasser sa peur. Et comment on va dépasser sa peur? Parce qu'on a réussi à tellement pratiquer, à tellement se roder. Moi, j'ai vu des acteurs vomir avant d'entrer en scène, des gens qui avaient des années de métier. Donc la question, c'est comment on arrive soi-même, et vous l'avez dit, à trouver sa voix. J'aime beaucoup. Donc nous, par exemple, on a fait des états généraux de la parole. Le mois dernier, à la Gaîté Lyrique, il y avait 900 personnes, 90 participants, 35 sessions, toutes les générations. Toutes. Voilà, la jeunesse, les seniors, tout. Comment on va là faire circuler la parole et pas simplement présenter. Comment on va faire échanger la parole, faire se rencontrer la parole. Et oui, ça se pratique. Donc oui, nous on fait des ateliers, des formations, des spectacles. Il y a plein de formes. Et je trouve que cette pluralité, elle est très très vivante. Et c'est par ce travail et par cette pluralité qu'on peut, à mon avis, arriver à sortir du culte de « attention, je me montre, mais comment j'incarne ma parole ». Pour revenir sur le fait que lorsqu'on prend la parole, on est forcément jugé, ça c'est évident. En fait, quand on prend la parole, on va être jugé sur notre voix, sur notre façon de se comporter, sur notre façon de s'habiller, et encore plus souvent quand on est une femme. Moi, parfois, on m'a fait des réflexions sur mes tenues lors des concours d'éloquence, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Et donc, ça, il faut le prendre en compte. Dans tous les cas, notre société est faite comme ça, et donc il faut plutôt comprendre comment elle fonctionne, et ensuite jouer avec ses codes pour pouvoir essayer de dépasser justement ces limites-là. Et moi, j'aurais un conseil à vous donner, et ce que j'ai essayé d'appliquer à moi-même, c'est essayer d'assumer la personne que je suis, pour que les autres ne s'en servent plus comme une arme. Parce que forcément, les gens vous jugeront tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que vous fassiez, que vous preniez la parole ou que vous la preniez pas, que vous habillez comme ça ou que vous habillez autrement, ils vous jugeront tout le temps. Donc si vous êtes OK avec ça et vous vous dites c'est pas grave en fait, j'avance quand même, et là on arrive déjà à avoir un petit plus de hauteur et à prendre plus de confiance. À mon sens, pour que les jeunes demain soient moins attachés à leur image et à leur langage corporel, même si évidemment c'est un tout, mais qui restent attachés au fond de leur pensée et qui ne perdent pas de vue que c'est ça le vrai impact et la vraie importance, on en revient au sujet de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation nationale a fait un grand pas en avant récemment, il y a 3-4 ans, avec la mise en place du grand oral du baccalauréat. C'est la première fois qu'en terminale, il y a la mise en place d'une épreuve d'oral. Et pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas encore de formation à la prise de parole qui soit institutionnalisée et qui soit de la petite section à la terminale prévue dans les programmes. Et donc c'est la raison pour laquelle Trouve ta voix aujourd'hui accompagne le système éducatif. On est en partenariat avec plusieurs académies. En fait, on cherche à placer l'oral au cœur de l'école et au cœur des enseignements. Et donc ça, c'est vraiment le plaidoyer qu'on porte, c'est d'accompagner cette transition. Je dis transition parce que le grand oral, c'est un point qui marque quand même, qui compte. On part pas de zéro. Mais ce qu'il faudrait, c'est que, moi, mon plus grand rêve, c'est que Trouve ta voix disparaisse, qu'on mette la clé sous la porte, parce que finalement, l'éducation nationale aura pris cette grande décision de former tous les jeunes à la prise de parole, voilà, pour que ce soit, que ça participe à la construction d'une société inclusive, bienveillante, collective.
J'applaudis des deux mains. Et je dirais même les arts de la parole à l'école. Ça veut dire l'éloquence, mais le théâtre. Moi, j'ai commencé à mettre en scène en Angleterre. Vous savez, à l'école primaire, l'après-midi, les enfants jouent Shakespeare. Ils jouent des pièces de théâtre. Ça veut dire qu'évidemment, le rapport à la confiance en soi, le rapport, comment on prend la parole, comment, et nous, c'est un de nos objectifs, et je pense que là, on se rend compte, comment les arts de la parole sont enseignés à l'école. Et ça veut dire, justement, cette mobilisation, on a, à mon avis, des choses à se dire. Absolument. Et si je peux compléter, ça concourt globalement d'un énorme quiproquo de longue date qui suppose qu'il y a les hard skills et les soft skills à mettre en opposition avec les connaissances dures, ce serait mathématiques, scientifiques. On adore notre culture cartésienne qui suppose qu'il faut être matheux pour être brillant à l'école. Et que, d'ailleurs, on embrasse tous les chercheurs mathématiciens qui, malheureusement, n'arrivent pas à défendre leur thèse parce que l'art de la parole n'a pas été travaillé, vu qu'on est bien d'accord que c'est un travail et quelque chose qui se travaille pour tous et qu'on sorte de cette image de l'inné. Alors, je crois qu'on court à la fin de cette présentation. Merci infiniment aux trois intervenants. Merci. Et Merci beaucoup.